Bonjour à tous et à toutes et merci pour cette introduction et l'accueil de la l'AHA. Aujourd'hui, je vais vous raconter le déclic à partir duquel j'ai réajusté mon sujet de recherche et ses conséquences sur le contenu, la méthodologie et l'écriture de ma thèse. Nous verrons dans un premier temps comment ce déclic est survenu. Nous verrons ensuite les conséquences de ce déclic sur les bornes chronologiques et géographiques de mon sujet, puis sur ma méthodologie et sur l'écriture de ma thèse. Enfin, nous verrons comment ce déclic influence encore mon rapport à la thèse aujourd'hui. En janvier 2020, j'ai entamé une thèse consacrée à l'enseignement de la construction dans les écoles d'architecture entre 1940 et 1990. J'avais pour ambition de m'intéresser à l'enseignement français et de le comparer aux enseignements européens. Mais après 2 mois de recherche, j'ai été interrompu dans mon travail par une pandémie mondiale qui m'a confiné loin des archives. Pendant cette période d'isolement, j'ai décidé d'identifier les enseignants de construction français exerçant entre 1940 et 1990 à partir des documents que j'avais déjà collectés. J'ai d'abord répertorié les enseignants ayant exercé avant 1968 à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. J'ai identifié 3 professeurs de construction, François Vital, Jean Phaéton et Henri Vicario, et 2 enseignants adjoints, François Cazin et Paul-Henri Jeunesse. J'ai ensuite repéré une foule d'autres acteurs. D'une part, des conférenciers, nommés à partir de 1932 et qui enseignent des sujets spécifiques comme le béton armé ou l'électricité. D'autre part, des assistants introduits dans les ateliers à partir des années 1950 qui conseillent les élèves dans leurs projets d'architecture. Pour la seule période de 1940 à 1968, j'avais donc 78 enseignants et une enseignante de construction, rien qu'à l'école des beaux-arts. Je pensais toutefois que ces enseignants se répartiraient dans les unités pédagogiques d'architecture créées en 1969, à l'issue de la fermeture de la section architecture de l'École des beaux-arts. Mais j'ai constaté que la plupart d'entre eux disparaissaient, non sans être remplacés. Pour l'année 1969 à 1970, je dénombrais dans les unités pédagogiques créées la même année 84 enseignants de construction, dont 69 nouveaux. Pire, l'enseignement de la construction, qui était jusqu'ici unique à l'école des beaux-arts, a éclaté en une myriade d'enseignements de construction différents dans les différentes unités pédagogiques. Autant dire qu'avec un nombre d'acteurs qui avait doublé et un nombre d'enseignements qui avait décuplé, j'ai eu un déclic. Une thèse ne dure que 3 ans. J'ai donc dû me rendre à l'évidence. Si je voulais finir dans le temps imparti, il m'était impossible d'étudier tous les enseignements d'une foule de parfaits inconnus dont les archives sont divisées à travers la France. En conséquence, j'ai décidé de réajuster les bornes chronologiques et géographiques de mon sujet pour étudier désormais l'enseignement de la construction dans les écoles d'architecture entre 1920 et 1970 en France et en Allemagne. J'ai choisi la période des années 1920-1970 en fonction de mon terrain français. À cette période, la section architecture de l'École des beaux-arts est le modèle dominant de formation en architecture en France. Je peux donc me focaliser sur l'enseignement de la construction pour obtenir un échantillon représentatif de la formation à la technique des architectes à cette époque. Cet enseignement est dispensé par 4 professeurs successifs, Édouard Arnaud, François Vital, Jean Phaéton et Henri Vicario, accompagné par 2 professeurs adjoints à partir de 1954, François Cazin et Paul-Henri Jeunesse. Il est complété par des conférences techniques à partir de 1932, dispensées par des conférenciers extérieurs, pour la plupart des professionnels de la matière enseignée. Et à partir de 1964, cet enseignement est officiellement complété par des assistants qui sont en atelier. Certains ont déjà commencé à exercer dans les ateliers avant 1950 et accompagnent les élèves dans leurs projets, dans la conception des rendus. Une fois ces bornes chronologiques définies, j'ai décidé de comparer l'enseignement de la construction français à celui dispensé en Allemagne à la même période. Dans les années 1820, l'Allemagne a créé son propre modèle d'enseignement formant à l'architecture, les Technische Hochschule, que je vais traduire ici par École technique supérieure. Ce modèle s'est diffusé au XIXe siècle sur l'ensemble du territoire allemand et dans une partie de l'Europe de l'Est,
Et au début du XXe siècle, il concurrence le modèle de l'école des beaux-arts en Europe. Dans le cadre de ma thèse, j'ai choisi d'étudier l'enseignement de la construction à l'école de technique supérieure de Munich, dans sa section architecture. Cet enseignement s'est réformé au même moment que celui de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, en 1920. Donc, entre 1920 et 1970, l'enseignement de la construction à l'École technique supérieure de Munich est dispensé par 7 professeurs qui sont répartis en 2 chaires qui sont complémentaires. La première chaire voit se succéder Emil Ehler von Meckenseffi, Lutz Pistor, Alfred Zenz, Georg Werner et Werner Eichberg, tandis que la seconde voit seulement Sigismund Göschel et Franz Hart. Ces 7 enseignants sont accompagnés par des assistants et des assistantes qui vont les seconder dans leur enseignement en préparant les supports de cours et en encadrant les élèves pendant des sessions hebdomadaires. À partir des années 1950, ces assistants et ces assistantes sont supervisés par 2 ingénieurs-chefs. Donc ici, Roman Steinberger et Leonhard Riemer-Schmidt pour la chaire de construction la plus grosse, et l'autre, Ernst Bogenberger et Hermann Paulus pour l'autre chaire. Ces ingénieurs-chefs sont chargés de former les nouveaux assistants, coordonner l'organisation de la chaire et assurer certains cours magistraux. Le réajustement chronologique et géographique de mon sujet m'a permis de réduire le nombre d'enseignements que j'étudie, tout en conservant la pertinence de ma recherche à l'échelle française et européenne. Il a cependant modifié ma méthode. Il a accentué l'importance de l'histoire comparée. C'était déjà la méthodologie principale de ma recherche, et c'est pour ça que j'avais choisi mon terrain allemand en fonction de mon terrain français. Cependant, la période 1920-1970, c'est une période de la recherche, c'est une période de l'enseignement de l'architecture qui a été très étudiée par la recherche récente. Mais même si l'enseignement de la construction est un peu moins étudié, c'était important d'apporter un nouveau point de vue, et la recherche avec une ouverture sur l'Europe, en tout cas dans le monde francophone, a été moins faite, et une comparaison avec l'Allemagne très peu. Donc c'était l'intérêt de choisir de comparer avec la France et l'Allemagne. Et le réajustement de mon sujet n'a pas résolu tous mes problèmes. Son périmètre chronologique et géographique englobe toujours un grand nombre d'acteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour les étudier, j'ai décidé de recourir à une seconde méthode, c'est la prosopographie. La prosopographie permet d'étudier un large groupe de personnes partageant une caractéristique commune jugée signifiante, ici le fait d'être enseignant de construction. Cette étude prosopographique permet de relier l'enseignement de la construction à son contexte professionnel, au-delà de l'histoire des techniques et de l'histoire de la pédagogie. Dans ce but, j'ai hiérarchisé mes acteurs. Je privilégie l'étude biographique détaillée de 4 professeurs et des 2 professeurs assistants à l'École des Beaux-Arts et des 7 professeurs allemands à la Technische Hochschule. Bon, cette étude-là me permet de comprendre l'influence de leur parcours et de leur point de vue sur l'architecture, sur le contenu et la didactique de l'enseignement qu'ils proposent. J'analyse en complément le profil sociologique et professionnel des conférenciers et des assistants français et allemands pour comprendre les attentes que les institutions ont envers l'enseignement de la construction. Parce qu'en fonction des personnes qui sont recrutées, ça nous dit quelque chose sur ce que l'école espère produire comme enseignement de la construction. Enfin, ce réajustement détermine le plan de ma thèse, qui suit les bornes chronologiques et géographiques de mon sujet. Ma thèse est divisée en 3 chapitres, en 3 parties périodiques: 1920-1934, 1935-1945 et 1946-1970. Ces 3 périodes sont elles-mêmes divisées en 3 chapitres thématiques qui s'intéressent au contexte, au contenu et à la définition de l'enseignement de la construction à la période considérée. Enfin, ces 3 chapitres sont eux-mêmes divisés en 2 études, une sur la France, une sur l'Allemagne, et une partie comparative pour comprendre quels sont les enjeux de la construction, enfin de l'enseignement de la construction en fonction du contexte plus large dans lequel il se situe. Ainsi, le réajustement des bandes chronologiques et géographiques de mon sujet n'a pas seulement servi à restreindre le périmètre de mon étude pour espérer tenir les délais fixés pour un travail doctoral, il a également modifié ma méthodologie de recherche. D'une part, il a accentué l'importance de l'histoire comparée
Et d'autre part, il a introduit la prosopographie comme manière de gérer le réseau d'acteurs que j'avais identifié au départ et qui reste important. Enfin, ce réajustement guide l'écriture de ma thèse et sert de base à sa structuration en période thématique et en lieu. Malgré les changements apportés, le réajustement des bornes chronologiques et géographiques de mon sujet n'a cependant pas suffi à répondre à mon déclic initial. Ma thèse a duré plus de 3 ans, malheureusement. Mais cette expérience a transformé mon rapport au temps et à la recherche. Grâce à elle, j'ai appris à me focaliser sur le propos général de ma thèse. En fait, à chaque fois que j'étudie quelque chose aujourd'hui, je me demande comment ça va servir mon propos général et qu'est-ce que cet élément d'analyse va apporter à mon discours global. Ça me permet de gagner du temps et surtout, ça me permet de répondre à un autre objectif qui est peut-être le véritable. Ce serait de terminer ma thèse. Merci à tous.